Mesdames, Messieurs, j'ai donc aujourd'hui le plaisir de vous raconter un peu quelque chose sur les virus. Et en deuxième partie, vous aurez une conférence faite par Jean-Pierre Majoral, non pas sur les virus, ni en complément des virus, mais sur des nouveaux outils thérapeutiques tout à fait nouveaux, intéressants, innovants, dont vous entendrez parler dans les années à venir. Ce sont des outils suffisamment versatiles pour devenir, j'espère, dans le futur, de véritables agents thérapeutiques dans différents domaines. Mais ça, c'est la deuxième heure. On va d'abord commencer par un petit tour d'horizon sur les maladies virales. Alors, les maladies virales, ce sont le domaine des virus, et les virus sont des agents pathogènes qui ont une capacité formidable, pathogène non, ça dépend des virus, à infecter tout le monde vivant, que ce soit les bactéries, que ce soit les plantes, les animaux, les hommes. Donc les virus sont parfaitement organisés pour pénétrer dans les cellules hôtes et s'y répliquer. Alors, le microscope optique au XIXe siècle était un outil formidable utilisé par toute la génération des pastoriens. Ça permettait de voir les bactéries, ça permettait de voir les agents pathogènes comme les Plasmodium falciparum, par exemple. Donc, ça a été magnifique, ça a permis d'identifier les virus, faire des catégories pour les virus, savoir exactement comment on allait pouvoir les observer, les identifier, les caractériser. Et le grand regret de Pasteur a été de ne pas voir le virus de la rage. Donc Pasteur a travaillé sur un vaccin et il a été très frustré de ne pas voir le virus de la rage. Trop petit pour les microscopes de l'époque. Grossissement n'était pas assez fort. La plupart des virus ont des tailles entre 200 et 300 nanomètres. On va retrouver ces dimensions avec les dendrimères dont va parler Jean-Pierre Majoral. Donc on est tout au-delà de la taille des molécules chimiques classiques, au-delà de la taille des protéines, et on est dans un univers qui est tout de même beaucoup plus petit, 2, 3, 5, 10 fois plus petit que les bactéries. Voilà. Le premier virus identifié, c'est le virus de la mosaïque du tabac. Voilà à quoi ressemble ce virus, des pigmentations blanchâtres sur les feuilles de tabac. Et à l'époque où l'industrie du tabac était extrêmement importante un peu partout dans le monde, et y compris en France, eh bien, on s'est intéressé, parce qu'une fois que le virus est installé, la qualité des feuilles de tabac n'était pas tout à fait ce qu'elle attendait pour les fumeurs. Et donc, voilà, on est cherché à comprendre ce qu'était le virus du tabac. Alors, vous avez des noms célèbres ici, et en particulier ce monsieur qui, le premier, a compris qu'en utilisant des filtres de porcelaine, on pouvait récupérer un jus qui contenait l'agent infectieux. Donc on a utilisé le terme virus, qui en latin veut dire poison, pour désigner cet agent infectieux qui était capable de transmettre effectivement la maladie à d'autres feuilles de tabac non infectées. Donc voilà, ça a été le virus de la mosaïque du tabac était un virus particulièrement important pour les chercheurs en virologie, parce que ça a été véritablement le virus sur lequel tout le monde a travaillé, comme on travaille en bactériologie sur Escherichia coli, par exemple. Alors, ce sont des bâtonnets, voilà les vues au microscope un peu plus grossissant que le microscope traditionnel du XIXe siècle. Ce sont des bâtonnets, c'est magnifique, c'est 300 nanomètres de long. Les premières images un peu sérieuses, c'est 1939. 1955, on comprend que le virus est un ARN viral simple brun qui s'enroule selon cette forme et qui a juste un peu de protéines autour pour lui permettre de survivre et surtout de s'infiltrer dans toutes les cellules qui vont être infectées par ces virus, différents virus. Alors les virus ont des compositions différentes. Soit ils sont, au point de vue base matériel génétique, des virus à ARN ou des virus à ADN. Ils ont des formes différentes et qui permettent de les caractériser, de les reconnaître au microscope facilement, soit linéaires, soit sphériques. Alors il y a un comité international pour la taxonomie des virus, de façon à ce qu'on s'y reconnaisse. Et en général, les 3 critères principaux pour la classification des virus,
c'est le type de génome viral, ADN ou ARN, la stratégie de réplication, qui varie, suivant que c'est de l'ARN ou de l'ADN, et la structure de la particule virale. Voilà, on a actuellement une classification dite de David Baltimore. David Baltimore, prix Nobel 75, grand spécialiste des virus. Et on a 6 groupes. Voilà, le groupe 1, c'est un virus à ADN double brin. L'exemple, c'est le virus de l'herpès. Le groupe 2, c'est virus à ADN simple brin. C'est par exemple le virus de la striure du maïs. On passe de l'humain au maïs, aux végétaux. Groupe 3, virus à ARN à double brin, rotavirus. Groupe 4, virus ARN simple brin à polarité positive, c'est la façon dont on va lire avec les polymérases l'ADN. Il y a un virus classique bien connu depuis qu'on a eu une épidémie de SRAS, c'est la famille des coronavirus. C'est le SRAS et c'est le fameux SRAS dont on a parlé il y a une demi-douzaine d'années. Le groupe 5, c'est virus à ARN simple brin à polarité négative, Ebola, on va en parler. Et le groupe 6, c'est rétrovirus. Ce sont des ARN ou des ADN à transcriptase inverse. Et on a par exemple le célèbre VIH, qui est un rétrovirus à ARN simple brin. Et le virus de l'hépatite B est un rétrovirus à ADN double brin. Voilà, les virus, il y a toute une famille avec différents contenants au point de vue génétique. Voilà. Alors, la prolifération virale passe par l'infection d'une cellule hôte. La stratégie de multiplication des virus, c'est d'infecter une cellule, que ce soit dans le monde végétal, animal ou autre, et de s'y répliquer et d'utiliser la machinerie toute qui est autour des acides nucléiques de la cellule hôte pour se multiplier. Donc, quelle que soit l'origine, le contenu au départ, ARN ou ADN, le but est de se multiplier pour le virus, de ressortir en quantité importante de la cellule hôte, d'avoir des multiples copies à partir de la matériel génétique viral qui aura été inséré dans le matériel génétique de la cellule hôte. Voilà la stratégie de survie des virus. Les virus étaient probablement là très longtemps avant nous, et ils se débrouillent comme ça, ils s'adaptent et ils se modifient, ils mutent. Et donc on a une prolifération qui peut être rapide, lente, ou avec une phase de latence. On a toutes les catégories de figures possibles. Le virus de l'herpès, par exemple, après infection, peut avoir une période de latence extrêmement longue, plusieurs années, et avoir une réactivation du virus ou d'un stress ou d'une fatigue. Voilà. Les modes de prolifération compliquent largement les stratégies de conception d'antiviraux, parce que vous voyez, vous avez de l'ADN double brin, de l'ARN, des lectures qui se font dans un sens ou un autre par des polymérases. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des petites molécules ou des vaccins. Et donc, en général, pour les petites molécules, il faut comprendre toute la stratégie de multiplication du virus pour être capable de créer un médicament qui va bloquer une étape particulière de la prolifération virale. Ce que l'on aime bien faire pour lutter contre les virus, c'est des vaccins. Dans la période où le vaccin, dans le moment où le vaccin est dans la circulation sanguine, dans la circulation, de pouvoir avoir une stimulation du système immunologique qui va faire que vous allez avoir des anticorps spécifiques contre des virus et vous allez vous débarrasser des virus de cette manière. Donc, deux grandes stratégies, les vaccins et les petites molécules. Alors, les vaccins, c'est une vieille histoire parce que ça remonte à la vaccine de la vache. Génère, protège de la variole un jeune enfant avec une vaccine de la vache. Parce que Jenner avait remarqué que les femmes qui traillaient les vaches qui avaient une infection qui s'appelle la vaccine de la vache avaient, elles, un peu moins de sensibilité à la variole que les autres personnes. Et la variole, à cette époque-là, c'était une maladie mortelle, invalidante, handicapante et qui se répandait facilement.
Donc ça a été vraiment le tout début, et le travail le plus intéressant qui ait jamais été fait, c'est de comprendre qu'à partir d'une forme différente de la variole humaine, mais chez la vache, on allait pouvoir faire un vaccin. Donc l'idée d'avoir un virus atténué, un virus différent mais ressemblant, et tout ça. Donc ça se met en place à la fin du XVIIIe siècle, et on a donc les premières vaccinations contre la variole, et ça continue tout au long du XIXe siècle. Je parlerai très peu de la vaccination contre la rage. Louis Pasteur, c'est dans tous les livres connus. J'espère que c'est encore bien enseigné. Voilà, 1955, autre triomphe de la vaccination contre les virus, c'est le virus de la poliomyélite, John Salk. Et ça a été un formidable progrès parce qu'on peut considérer que depuis 1980, la variole, d'une part, a été éradiquée et la poliomyélite a pratiquement disparu de la planète. Je dis pratiquement, il y a des réservoirs. Et quand vous avez des périodes très troublées, comme c'est le cas actuellement, par exemple en Syrie, où il y a une guerre civile depuis maintenant de nombreuses années, où toutes les structures médicales et les structures sanitaires sont en déshérence totale, vous avez réapparition de la poliomyélite, par exemple. Des miasmes, qui sont des infections, des petits vers distribués par les mouches, réapparaissent, des choses qu'on imaginait avoir disparu depuis quelque temps. Donc voilà. N'oublions pas que sans vaccin, nous ne pourrions pas contrôler la variole, nous ne pourrions pas contrôler la poliomyélite, et que toutes les campagnes et les discussions sur l'utilité des vaccins sont des discussions de salon dans des populations où il y a une couverture vaccinale telle que vous êtes protégé contre la polio. Et si vous aviez besoin d'aller dans des zones où il y a la variole et la polio, je pense que plus personne ne discuterait de l'utilité des vaccins. Voilà. Alors, la grippe et ses virus et ses vaccins. Alors voilà, le virus de la grippe, parlons-en. C'est la période. Les virus adorent le froid. Les virus sont parfaitement protégés par le froid. Plus c'est froid, plus les virus se protègent. Et donc, il est tout à fait logique et normal d'en récupérer un peu plus en hiver quand notre système immunitaire commence à être un peu affaibli. Et souvent, notre façon de lutter contre les virus, c'est de faire augmenter notre température parce que les virus n'aiment pas la chaleur. Voilà. Dans le cas du réchauffement climatique, il y aura moins de virus. Il y aura peut-être d'autres virus, mais pas les mêmes. Voilà. On aura Ebola, mais on n'aura pas la grippe. Hop. Voilà. Alors, donc le virus, on est dans pleine période d'épidémie de virus. Dès que quelqu'un tousse un peu dans le métro, il y a 30 personnes qui attrapent Voilà. Donc, le virus de la grippe contamine un peu tout le monde, les mammifères, les humains. On a différentes catégories. Les virus grippe A, qui contaminent les oiseaux, les mammifères et les humains. B, uniquement les humains. C, les humains et les porcs. Et la virulence de ces virus est très variable suivant l'espèce infectée. On peut avoir des virus aviaires qui sont très dangereux pour les oiseaux et peu dangereux pour l'homme. Des virus très dangereux pour le porc et peu dangereux pour l'homme. Mais comme ces virus ont une capacité à avoir des modifications génétiques assez rapides, on le verra pour quelles raisons, eh bien à ce moment-là, il y a des virus qui n'étaient pas très pathogènes pour l'homme, qui venaient de l'oiseau, qui peuvent le devenir. Donc la grippe aviaire, par exemple, on a entendu parler. Donc c'est compliqué, ça mute tout le temps, ça s'adapte tout le temps. Voilà. La grippe, c'est un virus à ARN. Et depuis 1935, on sait cultiver ce virus dans des œufs de poulet. Donc ça a été la base. Cultiver des virus, ce n'est pas si facile que ça. Si vous voulez fabriquer des vaccins, étudier les virus, il faut un milieu de culture. Et pour le virus de la grippe, eh bien, ça a été les œufs de poulet. Et ça a permis de préparer dès 1938-1939 les premiers vaccins contre la grippe. Voilà. Alors, la réplication du virus de la grippe, un virus avec son enveloppe qui vient interagir avec les membranes extérieures de la cellule qui le souhaite infecter. Il pénètre, il relargue son matériel génétique de l'ARN viral qui va ensuite rentrer dans le noyau. Et là, vous allez avoir une multiplication de l'ARN. Ça permettra d'avoir de l'ARN ici pour aller faire de nouveaux virions. On a besoin de protéines virales. Ces protéines virales
à partir de l'ARN qui est devenu de l'ADN et de l'ADN qui est devenu des protéines, on a déjà ici formation sur l'extérieur de la membrane de ce que va être la future membrane du virion. Et on a un relargage. On discutera cette étape où le virion quitte la cellule qui avait été infectée, parce que là, on a quelques moyens d'action. Et voilà un virus. Ce processus peut se faire un certain nombre de fois. Ce n'est pas indéfini, parce que souvent, ça épuise un peu la cellule hôte. Ça peut se faire 10, 20, 30, 40, 50 fois à partir de la même cellule. Mais ça représente un facteur multiplicatif. Voilà, et donc ces virus relargués sont capables d'aller infecter d'autres cellules, et donc on met une multiplication tant que le système immunitaire n'a pas réussi à prendre le dessus sur les virus. Voilà. Alors, 6 heures après l'infection, une cellule cible produit les virions. Donc c'est assez rapide. Chaque cellule infectée produit des virions pour infecter une vingtaine d'autres cellules. Donc on a un système de prolifération qui va durer quelques jours. La durée de vie d'une cellule infectée est de 11 heures et la durée de demi-vie d'un virion libre est de 3 heures. Donc quand on est en bonne santé, qu'on a un système immunitaire qui a déjà vu quelques virus de la grippe, on arrive à surmonter, sinon on passe par une étape où on va avoir beaucoup de fièvre pendant 2-3 jours, de façon à éliminer un certain nombre de virions par voie thermique, et puis la période nécessaire pour la stimulation de notre système immunitaire. Il est évident que si on est vacciné, le processus va plus vite. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux ADN polymérases, quand nous avons, nous, des polymérases qui s'occupent de notre matériel génétique, de notre ADN, les polymérases font de la relecture. Les polymérases sont des lecteurs rapides. Donc, vous avez un brin d'ADN qui est lu et vous avez en face le nouveau brin d'ADN. C'est un processus qui est très rapide et suffisamment rapide pour que de temps en temps, il y ait une erreur. Mais les ADN polymérases humaines ont la capacité à faire de la relecture, c'est-à-dire qu'on corrige nos fautes d'orthographe. Donc ça, c'est un processus intéressant qui nous permet de ne pas muter trop vite. Pour les virus, il n'y a pas de... Les ARN polymérases ne sont pas de bonnes relectrices. Donc il y a des erreurs, et c'est comme ça qu'il y a un nombre important de mutations sur les virus. Ce qui entraîne des difficultés pour la création des vaccins, parce que ça veut dire que selon les années, selon les mélanges viraux souches qui ont tendance à muter, on va avoir besoin de refaire des vaccins adaptés aux souches qui circulent le plus. Donc chaque année, on adapte un petit peu le vaccin. Donc voilà les problèmes. Alors, vous entendrez parler des H1N1, H3N2. Tout ce jargon, ça correspond à la nomenclature des virus. Ça, c'est des virus de type A, c'est un virus aviaire. La géographie, ça veut dire qu'il vient d'une ville en Chine. Alors, il a eu un numéro de code, 411. L'année où il a été isolé, c'est 2002. Et H3N2, ce sont la H3, c'est les protéines d'enveloppe. L'hémagglutinine, qui est une protéine, glycoprotéine. Le nombre est lié à la structure de l'hémagglutinine. Et N2, ce sont les neuraminidase, qui est une glycoside hydrosylase importante parce que c'est celle qui est impliquée dans le relargage, la séparation entre le virion et la protéine d'enveloppe extérieure de la cellule infectée. Donc on a H1N1, H5N1, toute la famille des virus de la grippe. Alors, quelques virus de la grippe célèbres. H1N1, c'est le virus de la grippe espagnole, et ça a été aussi ce qu'on appelait la période de la grippe du cochon en 2009, surtout en Chine. On connaît tout maintenant du virus H1N1. On a retrouvé des personnes décédées de H1N1, du virus de la grippe espagnole, dont le corps avait été conservé au froid en Norvège en particulier, dans les pays nordiques. Et on a pu comme ça récupérer des prélèvements et avoir une identification complète de H1N1. Donc, avec la biologie synthétique, actuellement, on peut fabriquer en laboratoire du virus H1N1.
Ça veut dire tout de même qu'avec les progrès de la biologie synthétique, de la capacité que l'on a à recréer des virus, il est évident que le nombre de laboratoires qui ont accès à ces technologies n'étant pas en nombre limité, ça suppose tout de même une surveillance parce que le virus de la grippe espagnole, s'il était distribué dans une grande ville, poserait les mêmes problèmes actuellement de pathologie que ce qu'a été l'épidémie de la grippe espagnole en 1918. H2N2, grippe asiatique, 1957. Un certain nombre d'entre vous se souviennent de la grippe asiatique des années 1957. La grippe de Hong Kong, H3N 1968, aviaire. Alors ça, c'est un virus qui vient des oiseaux. Et 2004, H5N1. Voilà, alors que on a tout, si vous voulez lire un peu plus sur la reconstitution du virus de la grippe espagnole, vous avez une référence ici. Tout ça, c'est très positif. C'est-à-dire qu'on a maintenant une connaissance moléculaire, une connaissance de la génétique de tous ces virus de manière extrêmement précise. Il est évident qu'il y a des sources d'inquiétude. Les étapes de bioterrorisme pourraient passer dans le futur par l'utilisation de virus. La variole, peut-être pas. Les souches de variole sont maintenant en nombre très limité dans quelques laboratoires dans le monde. La poliomyélite, ça ne se transmet pas facilement, donc on ne peut pas l'utiliser comme arme pour le bioterrorisme. Mais les virus, il faut se méfier. Donc il y a des réflexions actuellement au meilleur niveau, y compris chez les scientifiques, pour bien éviter tous les problèmes de propagation de techniques de biologie synthétique pour refaire des virus qui pourraient être ultra dangereux. H1N1, 2009, en France, magnifique campagne de vaccination. Tout le monde se souvient. En fait, c'est une campagne un peu ratée. Le bilan de cette campagne, il y a des bilans très très positifs. Le premier bilan, c'est qu'on n'a jamais autant parlé d'hygiène pasteurienne. Donc ça a été bien. On s'est souvenu qu'il faut se laver les mains et que la façon de transmettre les virus, c'est quand on tousse, on met la main devant sa bouche. Au Japon, on porte un masque. Et on n'est pas obligé d'expectorer tous ces virus à la face de tout le monde. Ça, c'est le premier point important. Deuxième point, le lavage des mains est important. On a beaucoup de virus sur les mains. Et si, avant de passer à table ou de manipuler de la nourriture, on se lave les mains correctement, on élimine beaucoup de virus, on évite d'en transmettre. Donc voilà, ça paraît étonnant, mais il était nécessaire d'avoir cette épidémie H1N1 pour reparler d'hygiène en France au XXIe siècle. L'hygiène était connue au XIXe siècle, au XXe siècle, mais c'est en perte de vitesse au XXIe. Voilà. Le point important, c'est que cette campagne a été organisée de telle sorte que, malgré tous les efforts, on n'a vacciné que 10% de la population. Et si vous voulez avoir une couverture vaccinale importante dans une maladie, il faut avoir au minimum 50 à 60 ou 70% de couverture vaccinale, ce qui veut dire que vous devez, pour couper l'évolution de la multiplication de virus et des transmissions, avoir 60 à 70% de la population qui soit vaccinée. 10%, ça ne bloque pas grand-chose. Bon, l'autre point positif, c'est que H1N1 n'a pas été un virus très violent. Donc, ouf, nous avons échappé. Troisième point, les études d'épidémiologie qui ont circulé à l'époque, en 2008-2009, n'étaient pas des études d'épidémiologie de qualité. Donc, à partir de fausses données mal interprétées, mal recueillies au Mexique, des épidémiologistes de talent ou de pseudo-talent ont alerté les autorités sanitaires dans tous les pays de manière un peu exagérée, et ça a conduit à cette campagne de vaccination, 100 millions de doses. On a vacciné 10% de la population, ça fait 6 millions de doses. On en a revendu un peu partout pour ceux qui en voulaient. Et comme l'épidémie était passée, on en a éliminé 40 millions, 50 millions. Bref, ça a été un peu un fiasco, ça n'a pas été extraordinaire. Mais c'est en faisant des bêtises qu'on apprend à ne plus en faire. Réplication du virus et mode d'action. Alors voilà un virus qui cherche à s'installer. Il va s'accrocher à la membrane au tout début par l'intermédiaire d'un récepteur qui contient un acide sialique.
il va commencer à s'installer, déverser son matériel génétique. Et donc on va avoir, à partir de cette forme qui a été internalisée, donc transfert de matériel génétique à l'intérieur du noyau. Donc on peut avoir des dérivés ici qui vont agir au niveau de pompes à protons sur la membrane externe du virus, des dérivés de la damantane. Surtout, on peut imaginer des inhibiteurs au niveau de polymérase ici, mais on a des inhibiteurs ici au niveau de la libération de dernière attache du particule virale à la cellule hôte. Donc là, ça va être un point d'ancrage, un point important pour inhiber l'enzyme qui coupe la dernière liaison. Les antiviraux de la grippe, on en a deux actuellement. Vous avez tous entendu parler en 2009 du Tamiflu, le Relanza un peu moins. Voilà la structure de ces molécules. Ce sont des molécules qui sont des inhibiteurs de la neuraminidase, cette étape qui correspond à la libération du virus à partir du point qu'il rattachait à l'enveloppe externe. Ce sont des antigrippaux qui sont pratiquement inefficaces maintenant sur les souches H1N1, qui était la souche de 2009, qui heureusement n'était pas très pathogène. Donc on est désarmé, on n'a pas beaucoup de choses. Est-ce qu'on a un peu plus comme molécule? On va voir un petit peu. Voilà l'enzyme en question. L'enzyme en question, c'est un trait tetramère, c'est très joli. Ce qui est intéressant dans la biologie moderne, c'est que vous avez maintenant des structures de protéines avec des formes assez exceptionnelles. Comme en plus on met des couleurs sur ces structures, les scientifiques rivalisent sans aucun problème avec l'art moderne. Voilà. Vous pourriez en avoir chez vous un tableau avec une belle signature, ça fait quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, alors je ne vais pas détailler la façon dont cette enzyme fonctionne et ainsi de suite, mais vous imaginez que si qu'on a la structure Orions X d'une telle protéine, d'une telle enzyme, on peut maintenant avoir une vision un peu rationnelle de la façon dont on peut créer des molécules pour aller inhiber l'enzyme. Donc on sait faire des enzymes, mais malgré tout, il y a beaucoup de mutations et on a toujours du mal à avoir des molécules très très efficaces. Voilà des exemples de mutations chez H1N1. Alors les mutations classiques s'expriment de la manière suivante. Vous avez H pour une histidine, qui est l'histidine 274, et dans la souche mutée, l'histidine est devenue une tyrosine. Voilà. Là, vous avez une sérine qui est devenue une asparagine, et ainsi de suite. Et puis là, vous pouvez avoir une isoleucine qui est devenue une arginine R. Voilà les différences. Alors, cette mutation-là, elle est fréquente, et quand vous avez cette mutation, eh bien, vous perdez l'activité du Tamiflu. Il faut peu de choses. Une modification sur un aminoacide, sur une structure qui est tout de même compliquée. Mais cette simple mutation fait que la protéine est modifiée dans sa forme et les interactions entre l'inhibiteur et la protéine sont affaiblies. Et à ce moment-là, il y a une perte d'activité de l'inhibiteur vis-à-vis de l'enzyme. Donc il faut très peu de choses, une seule mutation, et vous perdez l'activité d'une molécule. Alors comme les virus mutent, souvent, et vous voyez, vous avez une collection, et vous êtes toujours on est toujours en retard par rapport aux souches virales. Donc il y a un enjeu, il y a une course permanente, identifier les mutations sur les nouveaux virus pathogènes et essayer de construire le plus vite possible des inhibiteurs. Voilà. Alors on a actuellement en chantier un certain nombre d'inhibiteurs nouveaux, dont certains sont autorisés. Celui-ci, le Peramivir, est autorisé au Japon. On a une phase 3 qui est en phase finale aux États-Unis. Et probablement, on va avoir l'autorisation de cette molécule Japon-États-Unis. L'Europe viendra après. Ce sont des inhibiteurs qui travaillent à des puissances qui sont 10 nanomolaires. C'est des travaux récents de cette année. Voilà, bon, c'est des bons inhibiteurs. On peut espérer qu'ils auront une durée de vie suffisante. Il ne faudrait pas que dans 2 ans ou 3 ans, il y ait des mutations
qui rendent obsolète l'utilisation de ces inhibiteurs de la grippe. Voilà. Alors, vous avez entendu parler des siRNA et des dérivés de l'adamantane. Donc, on va en parler un tout petit peu. Les siRNA sont des molécules particulièrement intéressantes. Alors, les siRNA, c'est Small Interfering RNA en anglais. Les petits ARN interférents, les pARNI. Alors, ce sont des... Qu'est-ce qu'on va retenir de ces petits ARN? Ce sont des petits ARN qui se lient à l'ARN messager. Et lorsqu'ils sont liés à l'ARN messager, la lecture de l'ARN messager ne se fait pas correctement. Et à ce moment-là, il y a des nucléases qui viennent couper l'ARN messager en se disant, en fait, là, on a une fausse information, on va se débarrasser de ce matériel. Donc il y a tout un système comme ça de nettoyage d'informations qu'on va considérer comme fausses dans la cellule ou les cellules. On a toujours tout un tas de corrections qui entrent en jeu de façon à ce que tous les systèmes cellulaires fonctionnent correctement. Donc on pourrait imaginer avoir ces petits ARN synthétiques rentrant dans les cellules infectées et allant s'occuper de l'ARN viral complémentaire, forte affinité, et à ce moment-là, les nucléases viendraient couper l'ARN viral et vous auriez une façon élégante de couper la multiplication du virus. C'est extrêmement satisfaisant sur le plan logique, sur le plan biologique, sur le plan synthétique. Il y a un seul inconvénient, c'est qu'il y a une chose dont nos cellules et les cellules bactériennes ou virales n'aiment pas, c'est tout ce qui est matériel qui peut ressembler à de l'information génétique venant de l'extérieur. Évident, on a envie de se protéger de tout le matériel génétique venant d'autres espèces, de façon à ne pas être transformé trop rapidement. Et donc, cette pénétration dans les cellules de ces polynucléotides que sont ces ARN est extrêmement difficile. C'est une étape, au point de vue pharmacologie actuellement, sur laquelle il y a beaucoup de gens qui travaillent avec différentes techniques. On a eu des tentatives plus ou moins heureuses, malheureuses, mais en fait, on n'a pas de système extrêmement efficace pour faire pénétrer des petits ARN dans des cellules infectées. Donc, c'est une stratégie intéressante, mais qui, pour l'instant, n'a pas encore donné tout ce que l'on pouvait en attendre. Voilà. L'adamantane, avec une amine, une molécule ultra simple, qui a été utilisée par Eli Lilly dans les années 1960 contre le virus de la grippe. Tous les virus maintenant ont muté et cette molécule n'a plus aucune activité antivirale. Juste pour la petite histoire, vous ajoutez 2-méthyl ici et ça fait la mémantine qui est utilisée dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Voilà. D'une molécule qui a été utilisée pour traiter la grippe, avec 2-méthyl de plus, on est passé à la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est le recyclage de certaines chimies. Voilà. Alors, c'est utilisé aussi dans le traitement de certains Parkinson, et c'est un inhibiteur du récepteur de la N-méthylaspartate, qui est un récepteur qui est impliqué au niveau des neurones. On va en reparler quand on parlera de la maladie d'Alzheimer dans le cours numéro 8, juste à la fin janvier, 3e lundi de janvier. Le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, c'est un nouveau virus dans la collection des virus, apparu en Chine en 2002 et qui est à l'origine d'une pneumonie grave. Et il y a eu des épidémies en Chine en 2002-2003. Et puis actuellement, il y a un foyer au Moyen-Orient, 2012-2013. Et donc, on surveille le SRAS pour savoir s'il y a des disséminations du virus. On s'en méfie parce qu'on n'a vraiment pas grand-chose. Pas de vaccin efficace, pas d'antiviraux petites molécules. Donc on n'aimerait pas avoir le SRAS qui se promène un peu partout. Et s'il y a une chose qui se promène bien, c'est les virus dans les transports. Enfin, dans les avions, on a de bons filtres pour les bactéries.
et je le dis doucement, les filtres sont moins bons pour les virus. Par contre, pour les bactéries, c'est très efficace. Voilà. Quand on est dans un avion pendant 10 heures, 12 heures, on respire plusieurs fois que l'air que l'on a expiré, et donc on a de très bons filtres. Alors les Japonais commencent à mettre des masques avec des phthalocyanines qui ont une activité antivirale. Donc j'imagine que dans quelques années, comme les Japonais sont très très en avance sur tous les problèmes d'hygiène et cherchent à éviter la transmission ou récupérer les virus des autres, mais ils aiment bien aussi empêcher que les autres récupèrent ses propres virus. Donc vous verrez souvent au Japon des Japonais avec un masque. Et maintenant, il y a une société japonaise qui fabrique des masques sur lesquels il y a une couche de métallophthalocyanine qui est capable de bloquer les virus. Et comme les virus ne voyagent pas tout seuls, en fait, ils sont souvent sur une petite particule. Peut être une particule de poussière, charbon, nanoparticules de diesel, et un peu. Donc, hop, à ce moment-là, les complexes métallophthalocyanines réussissent à inhiber l'activité du virus. Donc, on peut imaginer développer dans l'avenir, dans tout ce qui est climatisation et autres, des virus pour éviter la prolifération virale dans les transports. Voilà. On voyage beaucoup en avion, c'est comme ça que certains nombre de virus sont disséminés. Bon, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Voilà à quoi ressemble le virus du SRAS. Ebola. Autre virus dont on n'entendait pas parler il y a une vingtaine d'années et dont maintenant tout le monde a entendu parler, surtout depuis les 6 derniers mois. Donc tout le monde connaît le mot Ebola, petite rivière en Afrique traversant un petit village où il y a eu les premières épidémies de virus à Ebola. Voilà à quoi ressemble Ebola. Voilà. C'est un ARN, 19 000 nucléotides, groupe 5 dans la classification de Baltimore, et c'est un virus qui déclenche une fièvre hémorragique, mortelle. Ça dépend des endroits où vous êtes. Si vous êtes dans un milieu hospitalier, vous avez un peu plus de chances de vous en sortir. Si vous êtes au milieu de la brousse, un peu moins. Donc on va dire entre 50 et 70% de taux de mortalité. C'est un virus qui est apparu au Soudan et au Congo en 1976. Le réservoir, ce sont des chauves-souris. Les premiers animaux infectés sont des singes et la consommation de viande de brousse fait que la prolifération du virus peut atteindre l'homme. Alors, la voie de transmission du virus est heureusement par coupure, par exemple. Quelqu'un découpant une viande de brousse et ayant une coupure va être infecté si le singe est infecté. Voilà. Donc il n'y a pas de transmission comme le virus de la grippe par voie aérienne. Donc fort heureusement, dû à ce mode de transmission, les fluides biologiques, contact direct avec les fluides biologiques, on a une relative limitation de la transmission du virus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est un taux de mortalité élevé et qu'actuellement, on n'a rien. Et vous avez une épidémie dont tout le monde a entendu parler dans l'Afrique de l'Ouest. Voilà une image que j'ai récupérée dans le New England Journal of Medicine, qui est parue il y a peu de temps, et dans laquelle, vous voyez, il y a une route qui va d'une partie du sud de la Guinée jusqu'à Conakry. Et le long de cette route s'est développé les premières épidémies, le début de l'épidémie que l'on a actuellement, avec une contamination en Sierra Leone et au Libéria. Et c'est cette zone de l'Afrique de l'Ouest actuellement qui est touchée par le virus Ebola. En Sierra Leone, population de quelques millions d'habitants, au début de l'épidémie, il n'y avait que 32 médecins. Donc on a besoin, pour une personne touchée, on considère qu'il faut une équipe de 4 à 5 soignants. Donc c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il reste pour se protéger contre le virus? Pour les gens qui sont sur le terrain, pour les équipes de Médecins du Monde, par exemple, ou Médecins sans frontières plus que Médecins du Monde, eh bien, il reste des combinaisons étanches. Et pour se désinfecter les combinaisons avant de se déshabiller, il reste l'eau de Javel. Les pulvérisateurs que vous voyez sur les photos sont des pulvérisateurs d'eau de Javel diluée. Voilà, parce que l'eau de Javel a un avantage,
c'est une molécule, c'est un produit qui ne coûte pas très cher et qui est un puissant agent de destruction de tout pathogène. Il n'y a aucun pathogène qui résiste à l'eau de Javel. Donc vous pouvez encore utiliser de l'eau de Javel, même si de temps en temps sur certains blocs, vous verrez que l'eau de Javel est un produit dangereux parce qu'effectivement, il ne faut pas le mélanger avec du vinaigre, il ne faut pas en boire, ça fait des trous dans les vêtements. Si on en donne. Enfin, actuellement, pour se désinfecter contre le virus Ebola, c'est encore l'eau de Javel qui est là. Voilà la situation. Va-t-elle être maîtrisée? On espère. Il y a tout de même un temps d'incubation. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. C'est compliqué, Ebola. Si vous voulez faire des recherches sur Ebola, vous ne pouvez pas faire ça dans un laboratoire ordinaire. Compte tenu de la dangerosité de ce virus, il faut un laboratoire de niveau P4. Il y a un laboratoire P4 à Lyon, il y en a un autre dans la région parisienne. Il n'y a pas des dizaines et des dizaines de laboratoires. Donc jusqu'à présent, on a fait très peu de recherches. Là, actuellement, vous comprenez que les recherches s'accélèrent. Il y a 2-3 candidats vaccins qui sont en cours. C'est compliqué. Ebola, tant que c'était dans la brousse, ça se limitait aux villages qui avaient été infectés. Quand vous êtes dans des zones très urbaines, vous avez une prolifération du virus qui est beaucoup plus importante. Il y a une période d'incubation qui est de 6 à 7 jours, pendant laquelle il n'y a pas de risque de transmission, ce qui est important. Et par contre, la propagation, en particulier dans la dernière période précédant le décès, est importante et les traitements des fluides biologiques sont à haut risque. Voilà. Chikungunya, autre virus. Ah, on en a entendu parler de chikungunya parce que chikungunya, c'est l'île de la Réunion. Il y a une période de virus dans l'île de la Réunion importante. Alors, c'est un virus sphérique. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Alors, la transmission ne se fait pas par autre chose qu'un moustique dont vous avez tous entendu parler. Vous voyez, il a les pattes, il est tigré. Voilà, dont on l'a baptisé très vite moustique tigre. En fait, c'est un moustique Aedes. Voilà, et c'est le méchant moustique. Il transfère tout ce qui est dengue, fièvre jaune et chikungunya. Voilà. Mais là, on a identifié le vecteur. Alors, que faire pour lutter contre une épidémie de chikungunya? Actuellement, on n'a pas de médicaments, pas de petites molécules, pas de vaccin. Donc, il faut bien être conscient. Et on a un vecteur qui est le moustique. Alors, je vais prendre l'exemple de la Réunion. Avant l'épidémie de 2005, et depuis la Deuxième Guerre mondiale, où on a tout de même produit de manière massive des insecticides dont certains n'ont pas laissé une bonne trace, une bonne réputation, le DDT, mais ça a permis de tuer les moustiques. Donc à La Réunion, quand il y avait une épidémie de chikungunya, il y en a régulièrement tous les 5-6 ans, on sort les insecticides, on détruit les moustiques, on demande aux gens d'éviter de garder des réservoirs à moustiques qui peuvent être des coupelles sous les pots de fleurs, qui peut être une piscine qui n'est pas entretenue depuis 2-3 ans, parce qu'on a vu, on n'a plus envie, on n'a pas le temps de s'occuper de la piscine, mais c'est devenu un marigot à nénuphar et surtout un moustique. Et donc, à ce moment-là, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir prolifération de moustiques, et vous avez les pitchs chez chikungunya qui démarrent et qui commencent. Alors, en 2005, on a mis un peu de temps avant de déclarer la guerre aux moustiques, et donc, on a eu 250 morts. Actuellement, il y a chikungunya dans les Antilles et chikungunya en Guyane, et il y a un peu plus de lutte contre les insecticides, contre les moustiques avec des insecticides, et donc on bloque l'épidémie de chikungunya. À La Réunion, on a fait l'expérience, il y avait tout de même pratiquement 30% de la population qui avait été infectée. C'est invalidant le chikungunya. Les gens mettent ensuite des mois à récupérer du chikungunya. Et donc ça s'est terminé au bout de 6 mois avec une alerte déclenchée par le préfet de La Réunion et l'envoi de 800 militaires français équipés pour traiter tous les endroits où il y avait des moustiques. Et il y a eu après le traitement de moustiques, effondrement,
Et on a arrêté l'épidémie de chikungunya avec des insecticides. Voilà. J'ai toujours des discussions avec les gens qui aiment protéger les moustiques, mais c'est toujours dans des endroits où il n'y a pas de moustiques. Voilà. Donc, bien, alors, méfions-nous, entre les moustiques et chikungunya, il faut choisir le moustique. Voilà. VIH et SIDA. Tout le monde a entendu parler du VIH, virus, un rétrovirus. Alors, 1981, première description officielle chez un patient à San Francisco. En fait, quand on fait maintenant l'histoire du virus, on a accès à des échantillons biologiques qui avaient été conservés, et donc on s'aperçoit que la maladie était aux États-Unis depuis longtemps. On a une espèce de trace de la maladie venant d'Afrique via Haïti. Il y a des articles qui ont été publiés dans un PNAS il y a quelques années. En fait, le foyer de base était en Afrique, il y a eu une transmission. Voilà. 83, identification du virus en France, ici, à l'Institut Pasteur. C'est les travaux Montagnier, Barré-Sinoussi, prix Nobel d'il y a quelques années. Magnifique travail d'identification du virus, Institut Pasteur. Séquençage dès 84, Brian Hobson à l'Institut Pasteur fait le séquençage du virus. Et j'avais eu l'occasion de le rencontrer en 85-86. Il m'avait fait cette confidence. Quelqu'un qui a le sida, c'est comme si quelqu'un était infecté par la collection des virus de la grippe de Pasteur. Ça mute de partout et ça ne va pas être facile pour trouver un vaccin. Nous étions en 86. Cassandre, oiseau de mauvais augure, dit-on. Nous sommes 30 ans plus tard, nous n'avons toujours pas de vaccin. Parce que c'est un virus qui mute, parce qu'il n'y a pas, vous n'êtes pas infecté par un virus, par une souche, mais par une collection. Et ça, c'est toujours très compliqué à gérer, parce que ça veut dire que ces virus-là, étant tous différents les uns des autres, ont tous une petite modification qui fait qu'ils ont leur propre capacité pour rentrer dans les cellules et les infecter. Et donc, c'est toujours très difficile de faire des vaccins sur des objets qui sont des mutants et une collection de mutants. Donc ça, c'est un véritable problème. Et pourtant, on connaît le génome de tous ces virus. On les connaît, y compris les mutants. Mais la création de virus est quelque chose de compliqué. Voilà. Quand on a le génome de l'objet infectant, ça ne veut pas dire qu'automatiquement on a le vaccin. Retenez ça. Voilà une image, une belle image que l'on peut trouver dans les livres sur le vaccin du virus. Donc il y a des protéines, vous avez entendu parler dans la littérature, tous les journaux, GP120 pour glycoprotéine 120, glycoprotéine 41, il y a des lipides membranaires, il y a une reverse transcriptase et on a un ARN. Donc l'ARN, il va falloir le lire en ADN. Ça, c'est le travail de la reverse transcriptase. Donc c'est un virus qui transporte son ARN et sa transcriptase, avec autour une enveloppe lipidique qui est organisée pour aller infecter des cellules. Les cellules ciblées sont en général des macrophages et des cellules de type CD4. Donc voilà. Alors depuis 30 ans, on a identifié toutes les étapes importantes dans la multiplication de ces virus. On a réussi à obtenir les structures aux rayons X de toutes les protéines importantes ou toutes les enzymes importantes. Et comme il y a eu un formidable effort fait par le milieu universitaire et toutes les grandes compagnies pharmaceutiques, on a, 30 ans plus tard, un arsenal thérapeutique qui est tout de même important. Alors, on est capable de regarder ce qui se passe au niveau de l'accrochage, ici, du niveau de la fusion, quand le virion commence à s'installer, casser la membrane externe pour pénétrer, la libération de l'enveloppe, la transcription inverse, la pénétration dans le noyau, l'intégration, la transcription à nouveau, l'exportation hors du noyau, la traduction, l'assemblage, le bourgeonnement, le relargage, la maturation. Donc on a identifié à peu près un peu plus d'une demi-douzaine de cibles et on est capable maintenant d'avoir toute une collection. On a une vingtaine d'antiviraux très efficaces, très puissants, qui sont capables d'inhiber les différentes étapes du virus. Donc, principalement, les antiviraux, c'est
inhibition de la fusion du virus avec l'enveloppe de l'hôte. Il est extrêmement important de bloquer cette étape de façon à limiter la pénétration. Si le virus ne peut pas s'installer dans une cellule, là, il va être, une fois installé dans la cellule, les macrophages ou les CD4, il n'est plus accessible pour le système immunitaire. Donc, si vous bloquez la pénétration du virus dans les cellules cibles, vous allez avoir une circulation du virus et vous allez pouvoir diminuer la charge, soit parce qu'il y aura une défense naturelle, soit parce que vous allez pouvoir attaquer un peu le virus. Alors, inhibition de la reverse transcriptase, qui est l'enzyme qui permet de passer de l'ARN viral à l'ADN viral, qui va être ensuite intégré dans l'ADN de la cellule hôte, grâce à une intégrase, autre enzyme sur laquelle on a des inhibiteurs. Et puis après, on a des inhibiteurs dits de la protéase. La protéase, c'est l'enzyme virale qui est capable de découper le précurseur qui contient toutes les protéines virales pour en faire les différents morceaux qui vont être utiles pour le virus, pour se reformer et pour aller dans cette étape-là. Vous voyez, on a besoin de toutes les protéines. Là. Donc, voilà. Si vous voulez une revue exhaustive de tous les antiviraux chimiques, je vous conseille la lecture de la revue de Éric Declercq qui a été publiée en 2013. Il y a tellement exhaustif qu'il y a 2 revues qui font 25 pages chacune dans 2 numéros, pour pas que ça soit trop indigeste pour les lecteurs du même numéro. Sur les inhibiteurs d'intégrase, il y a Yves Pommier, un Français qui travaille aux États-Unis, qui fait un magnifique travail sur les intégrases et qui a publié une excellente revue l'année dernière. Donc on a maintenant un arsenal thérapeutique important. Je voudrais faire un petit point parce que vous commencez à le voir dans la littérature. Ça veut dire que le rétrovirus actuellement, il mute, mais pour se défendre contre tous ces antiviraux, il y a une espèce de pression de sélection qui est en train de s'exercer. Il est obligé de muter un peu plus vite qu'elle ne voudrait. Et quand un objet, ça avait été expliqué par Françoise Bonovical sur Plasmodium falciparum, quand un agent pathogène est un peu bousculé dans sa façon de muter pour se protéger, il a tendance un peu à perdre de sa virulence. Donc actuellement, il y a quelque chose qui commence à naître comme un espoir de dire le VIH, maintenant, les VIH, eh bien, ils vont devenir peut-être un peu moins pathogènes. Faudra-t-il attendre 10 ans, 15 ans, 30 ans, on ne sait pas. Enfin, pour l'instant, il y a un petit espoir qu'on ait passé le pic de virulence. Voilà. Alors, un exemple de modèle d'entrée du VIH dans les cellules hôtes. Là, on est du côté du CD4 récepteur. De ce côté-là, c'est la cellule qui va être infectée. Là, on est du côté du virus avec sa protéine GP120 et puis une espèce de coiffe, là, avec 3 lobes. C'est le GP41 bleu. Et puis en violet, mauve violet, vous avez une espèce de trilobe qui est la GP120 qui va s'accrocher sur les récepteurs du CD4. Premier contact. À ce moment-là, il y a des contacts avec les récepteurs, un co-récepteur qui est ici matérialisé avec ce zigzag en mauve aussi, et c'est cette enveloppe de glycoprotéines HR1. Et à ce moment-là, vous allez avoir intégration et fusion. Donc l'accrochage se fait par un système assez compliqué qui met en jeu plusieurs protéines de structure variées et diverses sur lesquelles il peut y avoir des mutations. Ce qui fait que la création de virus capables d'inhiber correctement la pénétration de ces virus vis-à-vis des CD4 n'est pas facile à construire. Ce n'est pas un processus simple. C'est un processus compliqué et efficace. Il faut voir que les virus survivent depuis longtemps et ils se sont équipés d'une machinerie sophistiquée pour pouvoir entrer dans des cellules sélectionnées de manière efficace. Alors on a des inhibiteurs de fusion, par exemple. On a un inhibiteur de fusion qui est un enchaînement de 36 acides aminés et qui est capable de bloquer
l'inhibition des hélices HR1 et HR2 de la GP120 avec les récepteurs cytokines de la cellule. Vous voyez, c'est à ce niveau-là. Si vous mettez un peptide, on va bloquer cette interaction. Alors, ce peptide, il a un inconvénient, c'est que tricoter, si je peux me permettre l'expression, 36 aminoacides ou acides aminés, ce n'est pas si facile que ça. Et on est actuellement sur des coûts de 31 000 € par an. 31 000 €. Donc ça veut dire que quand vous êtes une personne infectée par le sida, vous avez 3 antiviraux en général, dont certains sont aussi chers. Donc on est à des traitements qui sont de l'ordre de 30, 40, 50 000 € par an. Ce ne sont pas des traitements. Et comme ce n'est pas une maladie qui est orpheline, il y a beaucoup de personnes affectées par le virus du sida, ça pose des problèmes parfois de budget. Alors on a une autre molécule qui est intéressante, qui permet de bloquer l'entrée du virus en se fixant sur une autre protéine qui est la CCR5 du lymphome. C'est une molécule qui s'appelle Vicry-Viroc. Voilà la formule, petite molécule. Et ça, c'est phase 2 magnifique. De phase 3 un peu décevante. On ne sait pas si cette molécule va être va trouver sa place, si l'efficacité va être jugée suffisante pour qu'elle soit adaptée sur le marché, quoi. Voilà, guérit-on du sida? On aimerait, mais la réponse est non. On ne guérit pas du sida. Il y a eu des discussions, des polémiques. On a parlé du fameux patient de Berlin, une personne qui aurait été guérie du sida. En fait, c'est un artefact. La personne n'était pas réellement infectée, donc elle a effectivement été guérie. Ça fait partie de l'écume qu'il y a dans la presse. Voilà, on ne guérit pas du sida. Ce que l'on a actuellement, c'est des traitements antiviraux suffisants pour atténuer la charge virale. C'est-à-dire que dans les cellules infectées qui reproduisent des virions, vous pouvez, par l'intermédiaire des antiviraux dont je vous citez, diminuer la production de virions et avoir une charge virale extrêmement faible, de façon à avoir aucun des effets secondaires du sida. Voilà, ce qui permet aux gens de vivre avec le sida, mais de continuer à vivre dans de bonnes conditions. Donc voilà, on a tout de même une maladie qui a beaucoup perturbé et continue à perturber, sur laquelle il y a eu beaucoup d'efforts au point de vue pharmacologique, et malgré tous ces efforts, 30 ans après, on n'a toujours pas de vaccin. Donc c'est bien dommage, et on aimerait avoir ce vaccin qui permettrait probablement, avec les antiviraux, d'éliminer le sida. Voilà. Alors, il y a quelque chose, c'est un travail personnel que je vais vous exposer rapidement. Parce que on avait un rêve dans le laboratoire, c'était d'aller, avec une petite molécule, couper l'ADN viral intégré. Parce que le réservoir, c'est l'ADN viral intégré. Une fois que le virus a déversé son matériel génétique dans une cellule infectée, il intègre son ADN viral dans l'ADN double brun de la cellule hôte, et c'est cet ADN viral intégré qui sert de réservoir. Et donc, si on pouvait aller détruire cet ADN viral intégré, ça serait bien. Bien, in vitro, on peut le faire. Alors, on prend, par exemple, cette molécule. Donc, c'est un oligonucléotide qui est complémentaire d'une séquence d'ADN viral intégrée. Donc voilà, on a une séquence suffisamment longue pour avoir une parfaite reconnaissance de cet ADN viral. Et puis là, on modélise l'ADN viral. Et puis on accroche ici, donc ça c'est ce qu'on appelle l'oligonucléotide antisens par rapport à la cible, parce qu'il est dans l'autre sens, 3', 5', et là on va de 3' à 5'. Et on accroche une paire de ciseaux qui est une porphyrine activable par des processus dont on pouvait imaginer qu'ils soient les mêmes que la bleomycine, qui est une molécule antitumorale qui coupe l'ADN avec, en qu'elle a dû faire, en réagissant avec l'oxygène moléculaire et des électrons in situ, pour faire une espèce métalloxo capable de couper l'ADN. Alors, je ne vais pas vous embêter avec ces gels d'électrophorèse, mais je vais vous donner le message. C'est qu'effectivement, in vitro,
sur la paillasse, ça marchait bien. On avait besoin, comme agent de coupure, d'un rapport très faible par rapport à la cible, un peu plus de 2 fois, et ça marchait bien, on était au nanomolaire, ça fonctionnait bien, voilà. Bon, sauf que quand vous regardez la structure de cette molécule, la taille, les charges négatives, ça ne pénètre pas dans les cellules. Donc pas d'activité in vitro possible. Voilà, donc on avait fait quelque chose in vitro, on avait montré ça. Alors, rapidement, parce que le temps tourne, et je m'aperçois que je suis plus long que d'habitude, hépatite C, pas de vaccin, c'est un virus de petite taille. On a 400 000 personnes infectées en France, dans le monde 350 000 décès, transmission, c'est les seringues, soins dentaires, méfiez, ça touche toutes les personnes qui touchent les seringues. Voilà. Il y a un nouveau traitement efficace contre le virus de l'hépatite C. Alors, on faisait des traitements à l'interféron, je passe. Vous avez tous entendu parler dans la presse de 7 molécules. Vous n'avez pas vu la formule, mais voilà la formule. C'est un nucléotide modifié. Donc pour les chimistes, c'est une molécule assez facile à faire. Voilà, mais cette molécule est actuellement proposée à 62 000 €. Le traitement dure 3 mois, 98% de guérison, 4 mois, 98% de guérison, donc c'est une molécule efficace. Donc 62 000 €. Si vous prenez les 230 000 patients en France et vous faites la multiplication, 14,2 milliards. Bon, peut-être que les 230 000 patients ne seront pas traités en même temps, mais ça, tout de même, ça pose un problème. Alors, c'est une large discussion. On aura peut-être l'occasion, lors du colloque du 2 février, de discuter sur le coût de ces médicaments. C'est une société américaine, Gilead, qui le vend à ce prix-là parce qu'il n'y a pas d'autres molécules et qui avait surtout besoin d'éponger des pertes sur les oligonucléotides antisens sur lesquels il travaillait sans succès depuis 20 ans. Voilà, on a besoin de nouveaux vaccins, on a besoin de nouveaux médicaments pour pouvoir lutter contre des virus. On a besoin de molécules capables d'aller toucher l'ADN viral du sida une fois intégré pour éliminer le sida. Et maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions.